On va commencer. Euh, donc je vais juste dire quelques mots pour introduire notre conférencier. Donc je le fais en mon nom et au nom de Tricia, avec qui on coordonne le semestre 6. Donc on a le plaisir d'accueillir ce soir Julien Chopin, qui est l'un des professeurs invités ce semestre à l'école. Donc ce format, il y a certainement un certain nombre d'étudiants de S6 qui, pour le coup, comme c'est la première fois qu'ils font le S6, ils ne le savent pas, mais c'est un nouveau format d'enseignement qui n'existait pas précédemment à l'école, avec l'idée donc d'avoir un semestre qui est un peu hors du cursus ordinaire mais pas banal, hein, mais hors du cursus ordinaire qui est assuré par les enseignants de l'école, c'est d'avoir tous les ans donc 4 ou 5, j'ai jamais compris si c'est 4 ou 5, 5 professeurs invités qui viennent de l'extérieur de l'école et qui proposent à chaque fois un enseignement différent et original. Donc chaque promotion d'étudiants n'aura pas eu le même enseignant. Donc c'est une chose qui est spécifique à chaque promo d'étudiants. Donc c'est quelque chose qu'on a imaginé et qu'on est pour l'instant très content d'avoir mis en place, même si c'est beaucoup de travail. Enfin, c'est surtout cette année, c'est surtout pour Tricia. Donc j'imagine l'année prochaine, ça va être moi, c'est ça. Donc Julien fait partie des 5 professeurs invités, et donc il anime un atelier qui s'appelle Ecotopia Studio et qui fait travailler les étudiants sur la forêt de Lyons. Et en même temps, dans le cadre de cet enseignement, il y avait aussi l'idée d'une conférence masterclass qui s'adresse à l'ensemble de l'école et pas seulement au groupe qui suit l'atelier. Donc l'ensemble de l'école, tous les étudiants, mais aussi les enseignants qui viennent à la masterclass, voilà, écouter le master. Et donc voilà le cadre général dans lequel se place cette conférence, et donc les 4 autres conférences, dont une a déjà eu lieu, c'est ça? Et donc il y en a encore 3 autres voilà, à venir. Et donc pour ne pas être trop long, juste quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas encore Julien Chopin. Donc Julien est architecte, il a fondé en 2001 un collectif d'architectes dont vous connaissez certainement le nom, qui s'appelle Encore Heureux, avec lequel il a mené à partir de 2001 pendant presque 20 ans, mais pas tout à fait, pendant 19 ans, un certain nombre d'activités. D'abord un certain nombre de projets, on pourrait dire, artistiques et expérimentaux à la frontière de l'architecture, et puis après 2010-2011, plus directement des projets de maîtrise d'œuvre architecturale, projets qui ont été remarqués, célébrés et tout à fait intéressants pour leur potentiel critique vis-à-vis du métier d'architecte et de ce qu'est l'architecture aujourd'hui. Et puis en parallèle de ces réalisations, qui sont nombreuses, un travail plus intellectuel, de réflexion théorique et critique sur l'architecture, les conditions de production de l'architecture, qui a donné lieu à un certain nombre d'expositions et de livres qui vont avec ces expositions. Donc Matière grise, au pavillon de l'Arsenal, c'est en 2014, c'est ça. Ensuite, je ne les connais pas toutes par cœur, c'est Lieu infini, c'est ça? Lieu infini en 2010. Ça, c'est à la Biennale de Venise, c'est le pavillon français à la Biennale de Venise. Et la dernière, c'est Énergie désespoir, pas énergie du désespoir, mais énergie désespoir, au 104. Voilà. Donc des expositions avec des livres qui vont avec et qui sont autant d'occasions de réfléchir. Voilà. Et puis, donc, chose curieuse, en 2020, Julien a décidé d'arrêter la pratique de l'architecture au sens peut-être plus, qui était peut-être devenu traditionnel. Je ne sais pas, il nous en dira peut-être un mot tout à l'heure. Donc, il a cessé ses activités avec Encore Heureux pour suivre une formation agricole en Normandie. Donc, voilà. Et pour s'installer partiellement en Normandie, notamment au milieu d'un bois. Voilà. Et donc tout ça nous amène au sujet de la conférence, hein, l'arbre et l'architecte. Donc voilà, il habite à moitié dans un bois, donc il fait un studio dans un bois, donc il va nous parler d'arbres et d'architecture. Voilà. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Merci à tous d'être là et à ceux qui sont à distance. Permettez-moi de commencer par une histoire personnelle. Donc, il y a une 20aine d'années, j'étais assis à votre place pour assister à une conférence. C'était une autre école, celle de Clermont-Ferrand, dans les bâtiments du centre-ville avant que l'on déménage dans le sanatorium de Sabourin. C'était à l'occasion d'un colloque sur les liens entre nature et architecture. Au pupitre, un invité prestigieux, le jardinier et écrivain Gilles Clément.
Conquis par sa démonstration, j'usai de toute la candeur et l'innocence que confère le statut estudiantin pour l'aborder. À ma vague question d'admirateur transi, il répondit gentiment et ce fut tout. J'avais pourtant déjà à ce moment découvert une curiosité naturelle qui me fascinait et dont j'aurais dû m'épancher auprès de lui. Les onagres, donc ces plantes communes des fossés humides, qui forment de grandes hampes aux fleurs délicates et éphémères comme des coquelicots jaune clair, ont l'étrange faculté de s'ouvrir en une fraction de seconde, comme par magie, pour quiconque se prosterne suffisamment longtemps. Une série d'éclosions délicates récompense les patients. Ce spectacle méritait d'être partagé. Et le projet d'un jardin d'onagres, que l'on appelle communément des belles de nuit, s'imposa à moi. J'écrivais donc une lettre passionnée à celui qui me semblait pouvoir prodiguer les meilleurs conseils. La réponse ne se fit pas attendre, et je mesurai la chance qui m'était offerte. J'étais invité à l'avaler, son domaine dans la Creuse, son jardin laboratoire et ce champ mythique dans lequel ces cartographies précises de semis spontanés de plantes vagabondes l'ont conduit à théoriser l'idée du jardin en mouvement. Au milieu s'élevait sa maison, aux portes toujours ouvertes, même à l'inconnu que j'étais. Il m'accueillit, m'écouta, me laissa plonger dans ces nombreux volumes de ces différentes flores qui renferment la biodiversité dessinée et partit vaquer à ses occupations. C'est peut-être dans ce bel endroit qu'est née l'intuition que je souhaite partager avec vous ce soir. L'intuition d'un couple, celui de l'arbre et de l'architecte. Ici, pas d'architecte à proprement parler, mais avant tout un jardinier, autoconstructeur de sa propre maison. Dans son livre Le Salon des Berces, il relate cette expérience profonde, anthropologique et unique de construire soi-même sa maison, et que la profession d'architecte a peut-être subtilisé à la majorité de nos contemporains. Voici comment il décrit son habitat. « Je sais où j'habite. Un vallon de modeste dimension, où la balance des ombres et des lumières règle les profondeurs, où l'eau coule en lisière l'été comme l'hiver, où s'assemblent les oiseaux, où volent les insectes, où fleurissent les berces spondyles et la grande valériane dans le fond humide, où le granit affleure en haut des pentes laissant venir les genêts secs, la bruyère et l'ajonc, les ronces dans le plein soleil, les pruneliers, les aubépines, les églantiers, un chevêtre d'épines. J'habite une friche armée. » Ainsi est la maison, entre guillemets, avec ses pièces et ses cloisons. La haie échevelée, relique de clôture, le chêne antique à la rupture des pentes, pivot de l'édifice. Son mot était bien choisi. Mais ce pivot venait de disparaître. Quand il me fit visiter son jardin, sa perplexité était encore palpable. Nous étions quelques mois à peine après la grande tempête de 99 qui venait d'abattre le grand chêne autour duquel il avait construit lui-même sa maison. Il ne restait qu'une souche. Vu du ciel, ce n'était qu'un point, dans lequel il avait jadis planté un compas imaginaire pour y tracer un cercle d'influence subtile, l'aura de ce chêne majestueux, dont il avait décidé qu'elle serait de bon augure et formerait une douce compagnie à sa demeure. Mais l'arbre n'était plus, et l'architecte qu'il était découvrait avec un sentiment d'étrangeté le nouveau visage de son édifice amputé. À l'intérieur, près de la cuisine, à l'abri des tourmentes, subsistait heureusement la présence rassurante d'une grande branche tordue, qui elle aussi constituait une articulation majeure, un tracé régulateur biscornu dont il avait pour combler un manque, forcer la rencontre fortuite au cœur de la forêt. Si l'escalier dont j'ai besoin ne figure pas dans les catalogues, et si les menuisiers se refusent à en faire la réalisation, peut-être existe-t-il ailleurs, immédiatement à notre portée, dans le monde vertigineux de la nature. La branche d'un châtaignier pourrait-elle servir de limon ? Nous partons pour la châtaigneraie. Nous marchons, la tête en l'air, persuadés de trouver dans les frondaisons d'hiver, au squelette bien visible, une architecture conforme à nos souhaits. Vers le milieu du bois, dans l'échange de nos impressions sur telle ou telle courbure, nous tombons à la renverse dans les feuilles, de part et d'autre d'une branche écorcée, sèche, parfaite, l'escalier. La branche était là qui nous attendait. Nul besoin de la séparer de l'arbre. Une tempête ancienne l'avait déposée sans dommage à son pied.
Placée dans le vide entre la loggia et le sol, la branche flotte naturellement, elle se courbe juste au bon endroit pour faire tourner les marches. Les formes se répondent comme si l'arbre et la maison avaient grandi ensemble. J'aimerais donc, pendant cette conférence, vous partager quelques réflexions issues d'une enquête en cours que je mène depuis peu sur les liens qui unissent donc l'arbre et l'architecte. 1. Dessiner l'architecture des arbres. Pour débuter, j'avancerai l'hypothèse que l'arbre en lui-même est une véritable question d'architecture et que c'est le dessin qui permet d'en traduire toutes les richesses, qu'elles soient intuitives ou sentimentales dans la tête de l'artiste ou consolidées par l'expérimentation et la rigueur dans celle du scientifique. 2. Construire avec les arbres. Ce sont des histoires d'architecture entre 1851 et 2020 où l'arbre a pris une place singulière dans le projet de l'architecte. 3. Bâtir avec des troncs. Ce sont également des histoires d'architecture plus récentes entre 2011 et 2021 où le tronc lui-même, à l'état plus ou moins naturel, constitue un élément d'architecture. 4. Bouquet final, pour terminer avec l'étrange rituel des charpentiers pour interroger l'arbre sur le toit. Dessiner l'architecture des arbres. J'aimerais commencer par vous partager 4 lois formulées par ceux qui ont dessiné l'architecture des arbres. Léonard de Vinci, peintre, ingénieur, architecte, scientifique, formula. Toutes les branches des arbres, à chaque degré de leur hauteur, sont égales à la grosseur de leur tronc. Voici la version redessinée par le designer italien Bruno Munari. Toutes les branches des arbres, à chaque degré de leur hauteur, sont égales à la grosseur de leur tronc. Francis Allais, botaniste, biologiste et dendrologue, donc c'est-à-dire spécialiste des arbres. Les 100 000 espèces d'arbres actuelles sont une combinaison de ces 24 modèles architecturaux. 24 modèles architecturaux pour 100 000 espèces d'arbres. C'est-à-dire que l'architecture de l'arbre n'est pas aléatoire et que chaque espèce possède bien sûr son modèle, mais avec 3 éléments. La répartition des branches, continue, rythmique ou irrégulière, ou nulle, dans le cas du palmier. L'orientation des branches, verticale, oblique, horizontale. Et enfin, la position des organes de la sexualité, terminale, latérale par rapport à l'axe. Spécialiste de l'architecture des arbres, Francis Allais utilise aussi le géométral des architectes pour dessiner plans et élévations de la forêt primaire. Mais il utilise aussi les couleurs des peintres pour dessiner ici le Sephora Japonica de la Fondation Cartier. Henri Matisse. Une loi qu'il formule sous la forme d'une lettre à son ami Rouvière en juin 1943, intitulée « La naissance de l'arbre dans une tête d'artiste » et accompagnée de 19 dessins. Sa loi est plus longue parce qu'elle est plus narrative. D'abord, il y a 2 façons de décrire un arbre. 1, par le dessin d'imitation, comme on apprend dans les écoles de dessin européennes. 2, par le sentiment que son approche et sa contemplation vous suggèrent. Comme les orientaux, on m'a raconté que les professeurs chinois disaient à leurs élèves « Quand vous dessinez un arbre, ayez la sensation de monter avec lui quand vous commencez par le bas. » Et il confesse « J'ai combien de fois voulu dessiner les arbres, mais sans y parvenir. D'abord par l'imitation, je n'ai jamais été encouragé à poursuivre mon dessin car mon résultat était sans vie, sans aucun rapport avec le sentiment qui m'avait engagé à dessiner l'arbre. Ensuite, quand je ne mettais en jeu que mon sentiment, mon émotion, j'étais tellement pris par la beauté du tronc, sa puissance et son mystère, que je ne pouvais dépasser ses branches maîtresses. Pourtant, quand je me voyais sans idée de le dessiner, je le sentais entier du bas en haut. Quand il fallait le terminer, je ne le continuais par des branches que par un dessin d'explication sans intérêt pour moi. Je me suis donc senti plusieurs fois repoussé de leur étude, et depuis longtemps, toujours, jusqu'à il y a quelques mois, sans préméditation, j'ai pris un bloc de papier à lettres et j'ai essayé de dessiner des branches de feuillage
par les moyens les plus simples. Au fur et à mesure que sortait l'arbre de ma plume sur le papier, je voyais se former des feuillages. Toutefois, j'avais déjà remarqué que dans les travaux des orientaux, le dessin des vides laissés autour des feuilles comptait autant que le dessin même des feuilles. J'ai donc dessiné les feuilles au fur et à mesure que je montais mes branches, par un dessin simplifié par exemple, les feuilles sans aucune nervure. Remarque que les feuilles sont bien pleines. Ensuite, j'ai pu introduire la nervure comme un nouvel élément de composition. Ensuite, j'ai fait un tronc avec des branches dans le même plan. Ensuite, j'ai pu mettre des branches dans des plans variés. Je pense à un jongleur qui apprend à jongler avec 2 balles, ensuite avec 3, 4, 5, 6, ensuite il ajoute à l'ensemble une cuillère et ensuite son chapeau. Il ne faut pas travailler avec des éléments de nature qui ne soient pas passés par le sentiment. Le dessin d'imitation de l'école est ainsi, il ne crée aucun lien réel entre les objets. Il les rapproche seulement, sans leur donner aucun lien sentimental. Mais il est possible que c'est à force de les dessiner par l'imitation que j'ai pu sortir mes feuilles solides, pleines. Ça, c'est ma route. Dernière loi formulée par le paysagiste Pascal Cribier. Nous ne voyons que la moitié de l'architecture d'un arbre, sans imaginer l'activité souterraine, la taille et la force des racines et les espèces qui vivent en symbiose avec lui. Lauré Kuchera, botaniste, qui n'a pas formulé de loi, mais qui a appliqué celle édictée par Pascal Cribier. En découpant minutieusement la terre auprès des racines, elle fit apparaître cette série soignée, patiente et amoureuse des parties souterraines des végétaux et des arbres. Construire autour de l'arbre. Un dessin d'Alain Wexler qui illustre la rencontre de l'arbre et de l'architecte, du programme et de la forêt. Joseph Paxton et les ormes. Joseph Paxton était le fils de fermiers anglais, né en 1803 dans le nord de l'Angleterre. Après avoir commencé comme apprenti jardinier, il fut repéré par le duc de Devonshire et en 1826, à 23 ans, il fut nommé jardinier en chef de son domaine de Chatsworth. Joseph Paxton déborda d'enthousiasme dans ses différentes activités. Il constitua une collection de conifères. Il remania le dessin des jardins, créa des pièces d'eau et construisit des petites serres pour protéger les orchidées. Puis en 1837, il entreprit la construction d'une immense serre tropicale chauffée de 84 mètres de long et 38 mètres de large pour 20 mètres de haut, à l'époque la plus grande du monde. C'est dans celle-ci qu'il réussit à acclimater et à faire fleurir pour la première fois en Europe le nénuphar géant dit Victoria regia, que la reine Victoria elle-même vint admirer, déjà fort impressionnée par ses talents de jardinier, mais aussi de constructeur. L'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en 1850, son époux, le prince Albert, lança le fameux concours pour construire un bâtiment éphémère qui allait accueillir la première exposition universelle qui réunirait à Londres les productions industrielles et artisanales du monde entier. Parmi les 245 projets reçus, aucun ne fut jugé recevable car trop cher, trop long à construire ou difficile à démonter. Joseph Paxton conçut alors en une semaine le projet du Crystal Palace qui s'inspirait directement de ses serres et de son système de préfabrication. Le projet consistait en une immense nef à toit plat sur plan rectangulaire de 124 mètres de large pour 563 mètres de long, avec 5 nefs latérales de part et d'autre, et un transept central. Il y avait cependant 2 ormes magnifiques sur le site retenu dans le jardin de Hyde Park. Alors que les plans de construction du bâtiment étaient en cours d'élaboration, il était devenu évident que ces arbres auraient besoin d'être abattus. Suite à la protestation, le colonel Sibthorpe, un député ultra-conservateur, protesta et obtint que les 2 ormes ne soient pas abattus, peu importe s'ils gênaient. Joseph Paxton modifia donc son projet en dessinant une voûte en berceau qui permit de conserver la cime des ormes à 40 mètres de haut. C'est ainsi que cette icône architecturale de l'ère de la préfabrication industrielle dut sa forme et son couronnement à la présence de l'arbre.
Anecdote ultime, à quelques semaines de l'ouverture, le Crystal Palace est devenu le foyer d'une nuée de moineaux londoniens qui profitaient des conditions douces à l'intérieur parmi les arbres. C'était le désastre. Personne ne voulait de fientes d'oiseaux partout, et encore moins sur certaines des plus belles pièces et machines du monde. Il était hors de question de tirer dans un bâtiment en verre, et le problème fut rapidement résolu lorsque la reine Victoria elle-même envoya chercher le duc de fer de Wellington, qui, pragmatique, suggéra d'installer des éperviers. Les rapaces eurent raison des moineaux. L'écosystème scénographique put ouvrir et accueillit pendant 6 mois 6 millions de visiteurs. Démonté, le Crystal Palace fut agrandi, alourdi, diront certains, flanqué de 2 châteaux d'eau pour alimenter les multiples fontaines intérieures et remonté sur la colline de Sydenham comme une attraction permanente, un palais des merveilles pour découvrir des reproductions de dinosaures, de machines, tout un ensemble extravagant de curiosités. Mais les ormes vivants de Hyde Park furent remplacés ici par la reconstitution d'un séquoia géant. À l'époque de la ruée vers l'or en 1852, August Dowd avait documenté 92 séquoias géants dans la Sierra Nevada. L'emphase dans les noms qui leur furent attribués ne suffit pas à les épargner. Le mammouth et la mère de la forêt étaient parmi les 3 plus grands arbres jamais découverts par les Occidentaux, 100 mètres de haut, 28 mètres de circonférence. La palme revenant au séquoia général Noble. La photographie n'était pas encore suffisamment répandue à l'époque pour prouver l'existence de ces géants. Il fut décidé d'en prélever l'écorce en installant un échafaudage sur l'arbre. En 90 jours, 60 tonnes d'écorce furent retirées puis expédiées à Londres. L'attraction devant la dépouille de cet arbre de plus de 2000 ans fut avant tout un grand succès financier. Au naturaliste John Muir, qui avait invité le président des États-Unis à camper avec lui pour le convaincre de renforcer la protection des séquoias autour du 3e parc national américain Yosemite, Theodore Roosevelt aura ces mots. « Les séquoias sont des temples plus grands que n'importe quel architecte humain ne pourra jamais construire. » Réunis dans un même funeste destin, c'est une conjonction ironique de l'histoire qui brûla l'arbre et l'architecture, mais peut-être plus encore ce qui ressemblait surtout à de la vanité humaine. Dénué de son enveloppe protectrice, le tronc fut calciné en 1908, tandis que la structure de fonte et de verre s'effondra sous le feu d'un incendie le 30 novembre 1936. Winston Churchill, de retour de la Chambre des communes, aurait déclaré « C'est la fin d'une époque ». Ray et Charles Eames et les eucalyptus. C'est en 1941 que Charles Eames épousa Ray et allait fonder avec elle l'un des couples d'architectes designers les plus influents et importants du milieu du XXe siècle. En 1942, Charles et Ray Eames s'installent donc en Californie et intègrent l'équipe de la revue Art et Architecture. En 1945, leur ami John Antenza, rédacteur en chef du magazine, lança l'expérience des Kay Study House, un concours de prototypes de maisons modernes, économiques et fonctionnelles pour les familles d'après-guerre, en déclarant « Les maisons doivent pouvoir être reproduites et seront conçues dans l'esprit de notre époque, en utilisant dans la mesure du possible de nombreux matériaux et techniques issus de la guerre, les mieux adaptés à l'expression de la vie de l'homme dans le monde moderne. » 36 projets sont imaginés et en association avec Eero Saarinen, les Eames en dessinent 2. La numéro 8 pour eux-mêmes, sur un terrain qu'ils ont acquis au bord de la mer à Pacific Palisades, un quartier de Los Angeles, et la numéro 9 sur une parcelle contiguë pour John Antenza. La première esquisse montre une boîte en acier et en verre qui enjambe la pente avec un grand porte-à-faux. L'immédiate après-guerre ralentit un peu les ardeurs et surtout la disponibilité des éléments préfabriqués puisés dans les catalogues des fabricants d'acier. Ce délai permit aux Eames de passer du temps dans leur prairie, d'arpenter le site et d'y pique-niquer, ce qui les conduit à revoir l'implantation de leur maison. Elle s'installera maintenant parallèlement à la pente et non plus perpendiculairement, protégée par une rangée de grands eucalyptus qui se trouvaient déjà sur le site.
L'élévation montre les deux bâtiments distincts avec les 8 trames de la maison à gauche et les 5 trames de l'atelier à droite, séparés par un patio. La structure métallique étant préfabriquée, le chantier fut extrêmement rapide. Ils y emménagèrent la veille du jour de Noël et y vécurent toute leur vie. La sagesse d'avoir choisi de se positionner en retrait derrière les arbres accentue selon moi encore plus le caractère moderne et joyeux de la composition de façade, avec ses aplats colorés surlignés par la trame anthracite. En 1955, ils ont conçu comme un grand diaporama musical un film magnifique sur leur maison et la façon dont ils l'habitaient, intitulé sobrement « House After 5 Years of Living ». On y découvre la qualité de cette architecture en ce qu'elle permet notamment de goûter jour après jour la délicatesse des mouvements du vent dans les feuilles, les ombres projetées sur les parois, le plaisir de voir les saisons se succéder dans une proximité arborée bien précieuse. Monument historique depuis 2006, la maison abrite aujourd'hui la fondation IMSS qui a conduit un programme de rénovation, entretient le parc et décide parfois d'abattre des eucalyptus pour des raisons sanitaires. Reste le design en édition limitée. La table est donc en eucalyptus. Sverrefen et les mycocouliers. Sverrefen est un architecte norvégien récipiendaire du prix Score Prize en 1997. D'un trait qui préfère la fulgurance intuitive à la précision ampoulée, il traduit son amour de l'arbre qu'il formule avec lyrisme. L'arbre est une plante merveilleuse. Il contient par nature une structure forte et magnifique. Chaque espèce d'arbre a reçu sa propre forme distinctive. Il y a tout un monde de différences, d'expression entre un chêne et un épicéa. La rencontre dramatique de ces arbres entre le ciel et la terre est pourtant commune aux deux. C'est au point d'intersection, l'horizon, que l'arbre rassemble toute sa force, atteint sa taille constructive maximale. De ce point, dans les deux sens, vers l'expression minimale, il étend ses racines vers le bas dans l'obscurité et ses branches vers le haut dans la lumière. Mais de son identité scandinave, Sverrefen prolonge, à sa façon, un certain imaginaire viking quand il s'agit de retracer le destin entremêlé des hommes et des arbres. C'est la rencontre avec la mer et l'eau qui a donné à cette matière une grande beauté. La courbure de la branche est devenue la ligne du vaisseau. La souplesse de la planche a conquis les flots. Les immenses navires ont débarrassé le paysage de ses forêts, et ont dérivé vers le large en grande communauté où les hommes ont vécu pendant des années avec l'arbre pour partenaire, de la cuillère au tonneau et de la coque au mât. Le chef-d'œuvre qui assurera sa postérité est sans aucun doute le pavillon des pays nordiques dans le parc des Giardini à Venise, qui accueille depuis 1895 les Biennales internationales d'art et d'architecture. En 1958, est lancé un concours auprès de tous les architectes de Norvège, de Suède et de Finlande, pour retenir 3 équipes de chaque pays, avant que soit finalement choisie la proposition de Sverrefen. Le projet doit se ménager une place entre de nombreux arbres existants et les pavillons les plus proches, États-Unis à l'est, Danemark au nord et Tchécoslovaquie au sud. Sverrefen dessine donc un bâtiment en angle qui s'installe dans la topographie naturelle avec 2 murs opaques qui ouvrent l'ensemble du projet vers le nord-ouest. L'originalité sera structurelle avec 2 strates superposées de brise-soleil, faites de fines lamelles en béton de 6 cm d'épaisseur pour 1 mètre de haut, espacées tous les 52 cm. Et l'audace sera naturelle aussi, car ce grand toit est traversé par 6 mycocouliers et un bouleau qui émergent littéralement du bâtiment comme s'ils avaient poussé à travers lui. La grande poutre longitudinale se prolonge à l'extérieur par 2 bras qui entourent un immense platane. Cette célèbre photographie à la fin du chantier, alors que la couverture souple en fibre de verre n'était pas encore installée, résume, reflet dans les flaques à l'appui, l'ambition architecturale de protéger le public de la clarté vénitienne en le plongeant dans la silencieuse lumière des forêts des pays du Nord. Le pavillon de 400 m²
sera inauguré en 62 et Zverefen assuma sa posture. Je crois qu'il faut combattre l'indifférence, s'intégrer précisément, volontairement dans un site, ne jamais regarder la nature de façon romantique, mais créer entre elles et votre intervention une tension. C'est ainsi que l'architecture acquiert sa lisibilité. Mais la tension était sûrement excessive. Et la moitié des arbres à l'intérieur n'y ont pas résisté. À l'extérieur, le platane fourchu a perdu sa moitié, mais avec la même certitude qui apparaît avec le recul pleine d'arrogance, il poursuit. Je m'efforce d'attirer davantage l'attention des gens sur la beauté du site. J'ai dit à mes étudiants que si, en regardant un bâtiment, ils remarquent un bel arbre, alors le bâtiment est une belle pièce d'architecture. C'est le dialogue entre l'arbre et l'architecture qui rend l'arbre beau. Le dialogue s'est conclu dans le brouhaha d'une rogneuse qui a eu raison de la souche du platane. Malade. Mais que reste-t-il donc de la beauté de cette architecture quand l'arbre qui lui donnait la réplique a disparu? À l'heure où les écosystèmes n'ont toujours pas de voix pour se défendre et préserver leur intégrité fonctionnelle, j'aimerais dire à mes étudiants, qui sont ici, ceci. C'est le dialogue entre l'arbre et l'architecture qui rend l'architecture belle. Luis Barragan et le jacaranda. En 1976, alors qu'il avait 80 ans et qu'il ne travaillait plus depuis presque une décennie, l'architecte mexicain Luis Barragan accepta pourtant une ultime commande. Une maison à patio dans une parcelle allongée pour le couple de publicitaires Pancho Gilardi et Martin Luc. 2 raisons l'auraient apparemment convaincu et sûrement aidé à se remettre au travail. Une piscine intérieure et un arbre. C'était un jacaranda, un arbre tropical caduc avec une floraison d'un ton de bleu violacé spectaculaire sur des branches sans feuillage d'avril à juin. C'est notamment sur cette nuance que Barragan s'appuya pour déterminer celle des murs extérieurs sur lesquels l'arbre s'alanguit aujourd'hui. Une sensibilité qu'il avait aiguisée au contact de son ami le peintre Chucho Reyes. Chucho Reyes avait un excellent œil pour la couleur. Il consacra sa vie aux belles choses. Il ne comprenait pas les plans, mais il m'aidait avec la couleur des marchés, des confiseries, des sucreries, la beauté d'un coq. Malgré son grand âge qui aurait dû lui conférer la maîtrise de son art, l'architecte doutait encore. Le paysagiste Paolo Burghi explique qu'afin de déterminer la couleur des façades de la Casa Gilardi, Barragan lui avait avoué avoir d'abord tout peint en blanc, puis varier les couleurs assez frais pour déterminer celles qui auraient le plus d'impact émotionnel. Il assume sa méthode empirique. Pour la Casa Gilardi, on plaça les couleurs en peignant des grandes feuilles cartonnées dans la maison, en les posant l'une après l'autre contre les murs et en les changeant de place et en jouant avec elles jusqu'à ce que l'on détermine les couleurs exactes. La couleur semble paradoxalement être restée pour lui un mystère obsédant auquel un ouvrier sur le chantier pouvait apporter une réponse inattendue. Francisco Gilardi parle de la relation privilégiée qu'il avait avec certains d'entre eux. Il y avait un ouvrier qui arrivait avec des pantalons violets fluorescents et une chemise verte, et Barragan en était stupéfait. C'était le seul auquel il demandait son avis pour les couleurs et à personne d'autre. Il avait un chef de chantier merveilleux qu'il adorait, une personne qu'il connaissait depuis longtemps et qui avait une patience énorme. Cette qualité semblait vitale, car le choix d'une couleur ne semblait pouvoir souffrir d'aucune précipitation. À propos du pilier construit au milieu du bassin de la piscine, Gilardi confirme. Il l'a d'abord réalisé en carton avec 2 poteaux en bois et il l'a recouvert de papier de couleur. Les jours passaient, il le regardait. Je me rappelle être parti pendant presque 1 mois et demi. Quand je suis revenu, le bassin était encore peint en blanc et il n'avait pris aucune décision pour les couleurs. Il vivait dans cet univers. Apprécier les choses des heures durant. Enfin, Barragan avoue.
je vous dirai un secret. La piscine a un poteau rose qui ne supporte rien. C'est une pièce de couleur située dans l'eau, pour le plaisir, pour apporter de la lumière à l'espace et améliorer ses proportions originales. Et chaque année, le jacaranda refleurit. Jean Nouvel et le cèdre du Liban. La monumentalité semble bien l'affaire de Jean Nouvel, qui a eu cette formule célèbre: l'architecture est la pétrification d'un moment de culture. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'un de ses projets les plus emblématiques s'est construit dans une relation étroite avec un cèdre du Liban, dont la longévité peut atteindre 2000 ans, et que Lamartine qualifiait de relique des siècles et de la nature, de monuments naturels les plus célèbres de l'univers. Ils savent l'histoire de la Terre mieux que l'histoire elle-même. La Fondation Cartier, réalisée en 1984 à Paris, boulevard Raspail, se déploie comme un écrin autour d'un fameux cèdre qui fut planté par Chateaubriand en 1823 sur une parcelle qui lui appartenait alors. Malgré l'austérité du noir et blanc, les dessins parlent et affichent clairement les intentions de l'architecte. En façade, il s'agira de transparence, de filtres, de reflets et d'ombres. L'architecture semble fusionner avec tous les arbres, ceux d'alignement, les marronniers, le cèdre au centre et ceux du jardin derrière. Jean Nouvel précise la séquence. Le fantôme du parc, dans sa transparence, en inclusion. Les arbres transparaissent derrière la haute clôture vitrée qui a pris la place du long mur aveugle, inclus dans une paroi de 8 mètres de haut qu'ils effleurent doucement. Le cèdre de Chateaubriand s'élève, solitaire, encadré par 2 écrans qui affirment l'entrée. Le visiteur passe sous le cèdre et reçoit le spectacle des arbres, entourant la salle d'exposition vitrée, elle aussi sur 8 mètres de hauteur, dans une lecture en profondeur du site. Attentif à ce qu'il perçoit, il confesse également un trouble qui semble l'enchanter. Si je regarde la façade, puisqu'elle est plus grande que le bâtiment, je ne sais pas si je vois le reflet du ciel ou le ciel en transparence. Si je regarde ensuite l'arbre à travers les 3 plans vitrés, je ne sais jamais si je vois l'arbre en transparence, devant, derrière ou sans reflet. En coupe, point de racine. La désinvolture pourrait n'être que graphique, mais rétrospectivement, on ne peut s'empêcher de deviner ce que cette proximité contenait de risqué quant à la longévité du majestueux sujet, qui, dans un sursaut prémonitoire, fut recensé en 2015 parmi les arbres remarquables de France. En 2020, à l'orée de ses 200 ans, ce qui pour un individu de son espèce traduirait plutôt la première jeunesse, le cèdre fut abattu. L'architecte resta seul avec son souvenir ému, qu'il avait sans malice déjà pétrifié dans le stratifié. Il justifiait ainsi sa création d'un revêtement de sol pour la marque Parador en 2011. Les motifs conçus jouent sur la perception mystérieuse d'une lumière dans le sol. Leur lecture est indécise, ni système graphique, ni motif de tapis ou de marbre. Il s'agit plutôt d'une texture de lumière. Le point de départ est le souvenir de sensations de lieu, la vision floue du cèdre du Liban à travers le verre opalescent de la Fondation Cartier à Paris pour la première proposition, suggestion incertaine, branchage à contre-jour, à contre-ciel. L'image est zoomée, pixelisée, recadrée, puis divisée en 10 rectangles qui servent de base au tapis. Il ne reste de l'original que des suggestions. Les images s'enchaînent subtilement et forment un tissage qui peut se combiner dans des variations infinies. Le cèdre, lui, n'en aura pas eu le temps. Herzog et de Meuron et le Paulownia. Les architectes sont originaires de Suisse, l'arbre de Chine. D'une croissance rapide et parce qu'il est résistant, léger, stable et facile à travailler, le bois de Paulownia est appelé bois aluminium. Facile à dérouler et à coller, il est aussi utilisé pour faire du contreplaqué. C'est ce même type de matériaux qu'Herzog et de Meuron ont choisi pour bâtir en extension d'une maison existante ce théâtre de marionnettes privées. Je ne sais malheureusement pas si la rigueur helvétique s'est exprimée ici jusque dans l'adéquation parfaite qu'il utiliserait pour la construction du contreplaqué de Paulownia. Mais l'implantation de ce projet résonne étroitement avec les caractéristiques du bois de l'arbre autour duquel elle s'articule. La géométrie de la façade sud est pincée délicatement au droit de l'arbre.
Le nouveau bâtiment est pensé comme une boîte légère qui repose sur des traverses en saillie. À l'image des agengs, ces instruments à cordes que les luthiers coréens façonnent en Polonia, il est cuivré dehors et blond dedans. Lina Bobardi et le manguier. En 1986, l'architecte brésilienne Lina Bobardi fut invitée à piloter la restauration du centre historique de Salvador de Bahia après son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985, alors qu'il était en ruine et que le tiers des constructions était abandonné. Elle accepta à condition que les habitants actuels ne soient pas déplacés, tout en refusant de ripolliner le cœur historique du Pelourinho avec ses 3 places dont elle craignait uma Disneylandia, pour reprendre avec un mauvais accent la belle sonorité de son portugais. Elle s'est alors concentrée autour de la Ladera de Misericordia, un axe historique reliant la ville haute et basse qui offrait une vue panoramique sur la baie de Tous les Saints. Le site se composait de 5 propriétés et d'un terrain vague colonisé par la végétation. Le projet fut double. Restaurer les habitations et construire un restaurant en belvédère sur la parcelle délaissée. Viscéralement attachée à l'existant, elle défendait autant le maintien des habitants sur place que la préservation des arbres existants. Elle conçut donc le restaurant Coati autour d'un manguier. En articulant savamment les différents niveaux de cette parcelle triangulaire par une série de 5 cylindres emboîtés. Dans une logique d'économie, elle avait conçu avec l'urbaniste et ingénieur João Figueiras Lima, surnommé Lélé, un principe de coffrage de murs de soutènement qui donnait une surface ondulée à ses parois de béton brut. Le brut. C'était bien l'un de ses objectifs et sa quête ultime. Le beau, disait-elle, le beau c'est facile, disait-elle. Ce qui est difficile, c'est le brut, le vraiment brut. Pour regarder la mer, elle perça des trous qu'elle qualifia de préhistoriques. Elle cultivait là un certain savoir-vivre dans les ruines qu'elle exprima sans le moindre romantisme. Il ne s'agit pas d'esthétiser la ruine ou la régénération par un certain humanisme culturel, mais plutôt d'une forme de résistance attentive à la vie qui pousse dans les interstices des lieux où la destruction semble être tout ce qu'il y a. Lacaton Vassal et les pins maritimes. Chantre de la conservation, les architectes bordelais Lacaton et Vassal abordèrent la commande de cette villa balnéaire du Cap Ferret, qui est devenue aujourd'hui un de leurs premiers projets manifestes, avec l'inquiétude coupable de tout bâtisseur sensible au milieu naturel arboré dans lequel on l'invite à glisser un bâtiment. Comment préserver la dune et sa végétation, alors que construire, c'est couper des arbres? Leur terrain, exposé au sud-est avec la vue sur le bassin d'Arcachon, était recouvert d'arbousiers, de mimosas et de 46 pins maritimes. Leur réponse plaida le pragmatisme qu'ils formulèrent en 3 points et exprimèrent en coupe. Premièrement, éviter l'abattage des pins et le déboisement des arbousiers. Deuxièmement, élever la maison au-dessus du sol pour profiter de la vue. Troisièmement, exclure les terrassements dégradants pour un sol en sable. Ainsi, 12 micropieux furent enfoncés à 10 mètres de profondeur sur lesquels a été assemblée une charpente métallique. Mais le plus spectaculaire de leur stratégie est implicite comme une conséquence des 3 premiers préceptes. Les pins conservés traversent la maison dans des réservations adaptées à leur balancement, à leur développement et à leur maintien en bon état sanitaire. À l'intérieur, les éléments verticaux sont simplement juxtaposés, qu'ils soient d'écorce ou d'acier galvanisé. À contre-jour, ils se confondent avec le reste de la forêt dunaire qui strie l'horizon maritime. Les façades latérales sont revêtues de plaques d'aluminium dont les ondes perpendiculaires au bassin créent un ciel artificiel. Mais une vue aérienne récente dévoile un constat accablant qui décourage la longévité potentiellement 5 fois centenaire des pins maritimes, en ne dénombrant qu'11 survivants sur les 5. Hironaka Ogawa et le camphrier.
Le jeune architecte japonais Hironaka Ogawa a résolu d'une autre manière la même injonction contradictoire. Comment préserver un arbre existant alors qu'il se trouve à l'emplacement exact de la future construction, en sachant que son inscription dans la plus accueillante des gangues architecturales risque d'en venir à bout prématurément. Plus proche de la taxidermie, il expose ainsi sa démarche qui ne sacralise pas le vivant comme un absolu, mais lui préfère la vivacité d'un souvenir qui peut durer. Un zelkova et un camphrier se trouvaient sur le site de l'extension de cette maison principale. La fille de mon client se souvenait d'avoir escaladé ces arbres quand elle était petite. Ces arbres ont veillé sur la famille pendant 35 ans. Ils ont coloré ce jardin et grandi avec elle. Donc, l'utilisation de ces arbres est devenue centrale car le nouveau bâtiment supplémentaire ne pouvait pas être construit si ces arbres subsistaient. J'ai donc coupé les 2 arbres avec leurs branches intactes. Le client a demandé à un prêtre shintoïste du sanctuaire voisin d'éliminer le mal lorsque les arbres ont été coupés. Ensuite, j'ai réduit la teneur en eau en les fumant et en les séchant pendant 2 semaines. Enfin, j'ai placé les arbres là où ils se tenaient et je les ai utilisés comme poteaux, au centre du salon, de la salle à manger et de la cuisine. Lorsque cette maison sera démolie et qu'un autre nouveau bâtiment sera construit par un descendant du client dans des centaines d'années, ces arbres seront sûrement réutilisés sous une forme ou une autre. De Wilder, Vink, Tailleux et Le Hêtre. Une consonance identique pour rejoindre directement le plat pays. Maison, Bernheimbeek. Commune, Schaerbeek. Pays, Belgique. Le trio d'architectes belges Jan de Wilder, Inge Vink et Jo Tailleux usent de cette même concision pour décrire cette maison de 2011 et inventent une version flamande du haïku entre bois et béton. Un petit chantier et des arbres immenses. Arbres dans la maison. Arbres dans la chambre. Plutôt l'arbre ou plutôt le poteau? Un poteau devenu arbre parmi les autres arbres. Tezuka, Takaharu et Yui Tezuka et le zelkova. Plus grande école maternelle du Japon lors de sa construction, le Fuji Kindergarten de Tokyo fut conçu pour accueillir 500 enfants. Le couple d'architectes Tezuka souligne l'évidente efficacité du plan inspiré par le comportement de leurs propres enfants. Ils font instinctivement des cercles dans le sol et y courent en rond pour jouer à marquer leur territoire. Conformément au principe Montessori, cet anneau continu, avec ce toit accessible, favorise toutes les interactions libres entre enfants. Yui se rappelle avec émotion l'inauguration. C'était simple. Ils ont juste commencé à courir. C'était au-delà de nos espérances. J'étais assis avec le principal et tout le monde avait des larmes. C'était incroyable, une réaction instantanée. La générosité architecturale se poursuit dans le traitement réservé aux 3 imposants alcovas. À chacun son patio, vaste et large. Des filets permettent à ce que 100 enfants puissent grimper à la fois. Takaharu se veut rassurant. Nous avons essayé de mettre en place un risque calculé et attendu qui encourage les enfants lorsqu'ils sont prêts à grimper sans que quelqu'un ne les force. Devant le plébiscite unanime de ce projet, autant pédagogique qu'architectural, Yui et Takaharu Tezuka ont conçu à proximité le projet Ring Around a Tree, autour d'un autre zelkova, frappé par un typhon qui avait failli être déraciné. L'arbre s'était complètement desséché, mais rétabli à la surprise générale. Les plus anciens se souviennent que sa forme en permettait l'escalade depuis plusieurs générations. Yui ne masque pas sa priorité. Je pensais que l'arbre devait être plus important que le bâtiment, alors j'ai rendu le bâtiment aussi léger que possible.
6A et le sumac. Les architectes londoniens Tom Emerson et Stephanie MacDonald ont conçu ce projet d'extension pour faciliter la vie de Lizzie, une mère de famille devenue dépendante d'un fauteuil roulant. Le dessin traduit la souplesse attendue des parcours. Tom et Stéphanie lui servent de plain-pied l'imaginaire d'une cabane dans les arbres. L'intérieur blanchi est sinueux et rattrape les différents niveaux de l'habitation principale par un jeu de rampes continues. Les courbes épousent le houppier du sumac gracieux, taillé en transparence. Dominique Coulon et le platane. L'architecte français Dominique Coulon a la modestie patiente de l'artisan qui ne semble connaître et ne suivre qu'une seule règle, celle où la maîtrise de son propre métier n'intervient que dans une suite méthodique et amoureuse, chantier après chantier, bâtiment après bâtiment, œuvre après œuvre. La médiathèque Bottero de Pélissane correspond au sacerdoce qui l'anime. J'aime les petits programmes. C'est le travail sur l'équilibre et le rapport des volumes qui m'intéresse. Pour agrandir la demeure Moreau du XVIIe, il croque son bâtiment pour dégager la majesté d'un vénérable platane. La façade est binaire. Elle est aveugle au rez-de-chaussée pour lire face au parc. Elle est transparente à l'étage pour divaguer dans les frondaisons. Il compose des opacités inversées. Le soin apporté au détail du vitrage, courbe de cet immense cadrage, lui permet de conclure en savourant la récompense de son effort. C'est très reposant de regarder un si bel arbre. João Mendes Ribeiro et le châtaignier. Vu du ciel, en été, son petit refuge de 25 mètres carrés disparaît entièrement sous le châtaignier qui le recouvre. Comme une paire de dés, l'architecte João Ribeiro a lancé 2 cubes qui se sont accolés. Le gabarit de l'arbre en a entaillé les 2 côtés, la façade et le toit. La maison cherche sa juste articulation. 2 silhouettes de bois à marier ensemble. 2 charpentes à imbriquer. Selon João Ribeiro, l'architecture rend visible. Elle révèle tout au long de l'année les changements de saison. Ces variations naturelles qui sont les déterminants de la vie de celui qui l'habite. Bâtir avec des troncs. Par l'ironie parfois grinçante de ses dessins, l'architecte Léon Krier nous place devant un choix caricatural entre 2 types de toits, des poteaux ou des troncs. Par la brutalité sans concession de son installation dans la forêt, Karsten Fodinger nous délivre du dilemme de Krier par l'absurde. Et par l'esprit de démesure qui caractérise cette nation, la nation américaine, c'est à un architecte américain appelé John Lewis que l'on doit le record d'avoir conçu une architecture avec les plus gros troncs jamais employés pour édifier un bâtiment. C'est le Forestry Building, élevé en 1905 dans l'Oregon, comme un des pavillons de l'exposition fêtant le centenaire de l'aventure Lewis and Clark, la première expédition terrestre à avoir traversé les États-Unis d'est en ouest entre 1804 et 1806. C'est sur l'image le bâtiment en bas à gauche qui ressemble à un chalet frappé d'obésité. Le chantier illustre la démesure, qui éleva un à un les 54 troncs de sapin Douglas de plus de 20 mètres de haut. Surnommé le Parthénon de l'Oregon, cette nef à 2 étages accueillait une collection naturaliste des trésors du Nouveau Monde, déjà convoitée par la gloutonnerie extractiviste naissante. Présenté comme la plus grosse cabane en rondin du monde, le monument résista à 2 incendies, en 1914 et 1940, mais finit par disparaître définitivement
dans les flammes de 1964. Toyo Ito et les cryptomérias. Le 11 mars 2011, un tsunami frappait le nord-est du Japon, provoquant une immense catastrophe qui déclencha en cascade l'accident de Fukushima. Plus de 100 000 personnes perdirent leur logement et furent contraintes de se réfugier dans des centrales de secours et des logements temporaires construits à la hâte. Le projet d'une maison pour tous, emmené par l'architecte japonais Toyo Ito, consistait, selon ses mots, en une tentative de fournir des endroits où ceux qui ont perdu leur maison dans le tsunami peuvent se rencontrer et profiter d'un peu d'espace pour respirer. Il s'entoura des jeunes architectes Kumiko Inui, Su Fujimoto et Akihisa Hirata pour la concevoir. La structure fut construite à partir de troncs de cryptoméria qui poussaient dans la région mais avaient été endommagés par le sel. Le bâtiment ressemblait à une petite tour de guet comme un dernier avant-poste surplombant le vaste terrain vague où errent encore les souvenirs de tant de personnes. L'ambition programmatique de Toyo Ito était élémentaire dans la plus indispensable humanité. Construire un lieu pour se rencontrer, parler, manger et boire ensemble. Par ses pilotis périphériques, le bâtiment formait une série d'espaces intérieurs et extérieurs entrelacés. Cette architecture primitive, comme l'a dénommée Toyo Ito, n'était pas, selon son expression, une réponse aux questions, mais un point de départ vers la nouvelle ère de l'architecture. L'échafaudage de cette reconstruction ne s'adressait pas qu'aux sinistrés, mais également à la profession d'architecte. Ce projet cherchait d'abord à accompagner les gens, mais c'était aussi ma manière de questionner les architectes. Qu'est-ce que l'architecture désormais? Et comment doit-on la faire? David Chipperfield et les épicéas. Premier et dernier bâtiment de l'architecte allemand Mies van der Rohe, dans sa ville natale, la Neue Nationalgalerie de Berlin fut inaugurée en 1968 pour dévoiler cet immense plafond à caissons, défiant les lois de la gravité, avec seulement 8 petits poteaux périphériques qui font se damner toute l'orthodoxie architecturale devant tant de pureté structurelle. En 2014, l'architecte anglais David Chipperfield fut chargé de la rénovation de cette icône minimaliste et annonça la couleur par une installation intitulée Sticks and Stones, des bâtons et des pierres, qui sentaient bon l'échafaudage traditionnel et les étaiements d'antan. 144 troncs d'épicéas sur des socles de marbre carrés, en guise de soutien presque psychique, tant David Chipperfield feignait de s'émouvoir de sa triste époque, sans poteaux ni colonnes. Il mimait l'étonnement en ces termes. La colonne est une sorte d'enfant perdu de l'architecture moderne. Nous n'avons plus vraiment besoin de colonnes. On peut enjamber 50 mètres sans colonnes, comme nous le montre cet espace. Les colonnes avaient l'habitude d'exprimer un langage, de créer de l'espace, donc d'une certaine manière, nous voulions rendre hommage aux qualités perdues de la colonne. 7 ans plus tard, le minimalisme retrouvait le vide pour compagnie, et l'âme de Mies flottait à nouveau dans cette nouvelle National Gallery, aux faux airs de mausolée. Reste l'architecte face au choix de l'arbre. Trouvant peut-être les épicéas bien trop communs, David Chipperfield avait un temps songé à l'exotisme des bouleaux. Vance Van Bell et le chêne. Avec des airs de Daft Punk sans casque, cherchant encore l'anonymat, le duo d'architectes belges Vance Van Bell revendique un anticorporatisme qui n'a pas le doigt sur la couture du pantalon professionnel. Nous ne faisons pas d'architecture pour architectes. Pour le projet Cartassan, à Gand, ils ont enfilé un tronc de chêne brut de 12 mètres de haut dans une structure délabrée pour y dérouler en spirale les différents étages de cette maison individuelle. Réussissant à conjuguer budget et beauté, leur argument est désarmant de simplicité. La colonne centrale devait être à un prix abordable et esthétique, d'où le choix de l'arbre.
Au rez-de-chaussée, le propriétaire, artiste et musicien Jan van de Castille y a installé son studio de répétition. Au-delà, il habite sa cabane dans les arbres. Ramdam et les cyprès. Raffus, boucan, barouf, potin, bousin, tapage et vacarme. L'atelier Ramdam, fondé par Franck Dibon et Olivier Mizichi, mérite du bruit. Des bruits pour bois, comme le son régulier et sec d'une hache, le son strident et puissant d'une scie circulaire, le son feutré et valeureux d'un rabot. Une certaine musicalité de l'arbre pour l'architecte. Il me semble que c'est cette symphonie travailleuse qu'ils ont cherché à entendre en concevant le pavillon d'accueil de la scierie de Corzé. Le projet est une vitrine exposant par l'exemple une étendue de savoir-faire, un catalogue de ressources potentielles, un hymne que l'architecte construit à son matériau par excellence, le bois, ce concentré fossile de lumière solaire. Les architectes de Ramdam l'expriment comme une opportunité. Nous avons vu dans ce projet un moyen concret de court-circuiter les modes de production et de fabrication classiques. 7 essences différentes collectées dans un rayon de 50 km constituent le matériau principal. La partie haute des cyprès de la Boale était pleine de nœuds traversants et difficilement transformables. Ils furent utilisés comme poteaux, comme tournés par l'esprit d'un bon génie archaïque. Dehors, les troncs de cyprès parlent fort aux planches brutes de séquoia. Dedans, la discussion reste tranchée, mais l'auditoire de chênes, de cèdres et de frênes écoute plus volontiers la parole tortueuse des troncs de cyprès. Rudi Ricciotti et le rusticage. Rudi Ricciotti est un intrus flamboyant. Ses troncs sont de béton. En 2020, il remporte le concours pour la gare de Nantes, une gare-pont qui enjambe les voies et abrite un niveau bas avec les quais par un niveau haut d'accès, de services et de boutiques. Inspiré de formes arborescentes, la structure porteuse en béton s'élève sur les 2 niveaux. La première structure porte le tablier de la mezzanine à 10 mètres de haut. 18 piles géantes en béton armé, dont la forme organique s'enracine par un réseau de 360 micropieux, dont certains descendant à 25 mètres de profondeur. Identiques pour raisons économiques, les moules furent tournés de 20 degrés à chaque nouvelle pile pour apparaître ainsi tous différents dans l'alignement d'une rangée de 9. Le tronc du bas est lisse et doux comme l'écorce d'un jeune érable dans le soleil. La deuxième structure porte la couverture de l'ensemble qui s'étire de part et d'autre en ombrière. Ici commence le subterfuge. Les poteaux métalliques sont de facture si grossière qu'on en déduit qu'ils sont des squelettes. Recouverts de béton projeté, augmentés d'un treillis soudé, ils sont rustiqués. Du savoir-faire des rocailleurs, ces maçons modélistes sur mortier de ciment frais, on distingue 2 types d'imitation, la fausse roche et rocaillage, tandis que le faux bois est rusticage. La mezzanine est une allée bordée d'arbres blancs, fossiles désuets cherchant du rococo dans le ferroviaire. Pour le Rudi Ricciotti des débuts, celui du Stadium en 1994, les arbres étaient d'un autre bois. Ces troncs étaient d'alu, de cet aluminium coupable qui fit rougir de bauxite les terres de Gardanne, inondant de boue jusqu'à Vitrolles et qui finirent par noyer cette ancienne décharge sur laquelle il allait planter ce qu'il appela son carré noir sur fond rouge. Le terrain était miné. Rudi Ricciotti décida de transformer le lot paysage, découragé par avance, en un 1% artistique triomphant. Un arbre de métal brillant, un palmier d'aluminium, un condensé de minerai surgit comme un geyser, poussant seul au beau milieu du parking de cette salle de concert, mais brillant de bleu dans la nuit noire, l'arbre de l'architecte. Albord et le Sapium. Albord est un collectif d'architectes équatoriens basé à Quito.
Ils ont conçu en 2021 cette maison-jardin à Konokoto, une région rurale au sud de la capitale. Pour José, un écologiste cherchant à vivre selon ses convictions à la recherche d'une certaine forme d'harmonie avec son environnement naturel. Le jardin fonctionne comme une grande circulation qui relie le bâtiment principal pour la nuit et les repas à deux autres constructions plus modestes, une salle de bain serre et des toilettes sèches. Ce qui fait office de pièce de vie est construit avec frugalité. Les murs sont faits de terre crue, extraite directement du site. Mais le trésor architectural s'exprime dans les 4 poteaux qui supportent l'auvent protégeant la terrasse. Des troncs de sapium laurifolium brut, plantés directement à même la terre, sans fondation superflue, ont l'étrange faculté de s'enraciner pour former petit à petit de nouvelles feuilles et de nouvelles branches, jusqu'à reprendre le cycle végétatif complet et retrouver l'architecture naturelle de l'arbre-mère dont il fut séparé. Surnommé l'arbre lechero, ce genre particulier de Forbiacées est considéré comme sacré. Certains équatoriens lui vouent un culte particulier, venu d'une mythologie locale qui le considère comme un abri pour recueillir l'âme des amants maudits. C'est donc sûrement du cœur des amants maudits que provient l'énergie qui fait monter la sève. Bouquet final. Le général Noble Tree faisait partie de la triste liste des séquoias géants de la Sierra Nevada. Il fut ainsi nommé en l'honneur du secrétaire à l'Intérieur, John Wheelock Noble. Malgré sa recommandation de créer le parc national qui mettrait de nombreux séquoias sous protection, son arbre homonyme, qui n'était pas protégé par la loi fédérale, car situé juste en dehors des frontières du parc, fut donc abattu. Il était tout naturellement destiné à l'exposition universelle de Chicago de 1893, dans le but d'exciter la curiosité de la foule, dont l'incrédulité promettait d'amasser au passage un vilain profit. Paradoxalement, ce séquoia géant fut accueilli avec scepticisme et surnommé le canular californien, par ceux qui doutaient qu'il s'agit là d'un arbre véritable. Après l'exposition, le séquoia fut expédié à Washington et coiffé d'une toiture par les mauvaises grâces d'un architecte inconnu. Il trôna ainsi devant le bâtiment principal du ministère de l'Agriculture et servit d'attraction touristique pendant plus de 40 ans, jusqu'à ce qu'il soit recouvert de lierre et finit par se décomposer. Il existe dans la tradition des charpentiers une étrange coutume, un rituel conjurant de lointaines superstitions qui veut qu'à la fin du lever d'une charpente, il soit d'usage d'installer le bouquet final, un arbre sur le toit. C'est pour la communauté bâtisseuse la promesse d'un bâtiment heureux, né sous les bons auspices d'une fée végétale. Tout le contraire d'un toit sur l'arbre, désaveu d'un monument organique en décomposition. Un petit résineux aurait l'avantage d'être fourni en toute saison, comme pour le premier Goetheanum tout de bois de Rudolf Steiner en 1914. Mais une couronne florale ferait tout autant l'affaire, comme pour la villa Sommerfeld, toute de bois, de Walter Gropius, en 1920. La modernité n'ayant pas encore tout balayé, et sûrement pas les superstitions, le World Trade Center eut lui aussi son bouquet final hissé au sommet du gratte-ciel. Ricardo Bofill et les cyprès. Ricardo Bofill acquit une cimenterie, une ancienne cimenterie, pour en faire sa demeure et son atelier. Il bâtit certes, mais aussi il planta des cyprès sur ses toits. Mario Botta et les tilleuls. Il n'est pas commun de construire une cathédrale pour un architecte. Encore moins d'y planter
une couronne inclinée de tilleuls. Autrefois, il y avait toujours des cariatides, des anges sur les toits, toujours un rapport entre le bâti, la terre et le ciel. Le mouvement moderne a rompu avec cette tradition par la toiture plate. Il n'y avait plus aucune élévation formelle avec le ciel. Au contraire, à Évry, le végétal que l'on voit de l'intérieur permet de ressentir une vibration entre le volume bâti qui touche à la terre et le ciel. Il y a un mouvement avec le vent, les oiseaux. La vue se bouge selon les saisons, selon le temps, ce qui fait changer constamment le rapport au ciel. Épilogue. Underwasser et le tulipier. En 1975, Underwasser avait acheté une ferme de 200 hectares dans la vallée de Caorini avec accès à la mer. C'est là qu'il décida d'être déposé après sa mort. Je me réjouis d'avance de redevenir humus, enterré nu et sans cercueil sous un tulipier que j'ai moi-même planté sur mes terres. L'inhumation devra avoir lieu sans cercueil, dans un simple linceul à une profondeur minimale de 60 cm en pleine terre. Un mort a le droit d'être réincarné, par exemple, sous la forme d'un arbre, qui poussera sur lui et par lui. Cela donnerait naissance à une forêt. Et de la nature, il dira, dans une lettre de 1949 adressée à sa mère, « Je pourrais presque dire que je perçois son essence intérieure. » C'est comme si un dialogue s'établissait entre moi-même et ceux qui m'entourent. Les hommes ne sont finalement pas si différents des arbres. Bon, merci. Richard, tu veux ouvrir le... Bah, écoute, merci infiniment pour cette conférence pleine de poésie, je trouve, et très littéraire. Et en fait, c'était plutôt un échange là, comme ça. C'est que j'ai lu là, récemment un article de Stéphane Berthier, dans je ne sais plus quelle séquence bois d'ailleurs, oui, forcément, où ils sont en train de numériser, de développer des techniques de numérisation des arbres pour être capable finalement d'utiliser au mieux. Enfin, c'est une espèce d'idée d'optimisation des arbres dans leur forme. Donc en les équarrissant le moins possible, hein, donc c'est-à-dire en gardant cette forme de tronc que tu nous montres dans plein de trucs. Et voilà, et ça me pose je trouve que ça pose plein de questions, cette future technique. Et en fait, voilà, je sais pas comment tu pourrais réagir là-dessus, mais il y aurait une sorte de perte de poésie. Enfin, je sais plus dans quels exemples tu donnais où les mecs ils se promènent dans la forêt, ils choisissent cet arbre-là. Enfin, il y a une sorte de personnification de l'arbre, enfin d'individualisation, et ça, je trouve ça, et ça amène les gens sur le terrain à marcher, enfin à faire tout ce que tu nous racontes depuis le début là, de cette connexion aussi à ces éléments, à ces êtres arbres. Et voilà, et il y a une sorte de tendance aujourd'hui, moi qui me fait un peu peur, c'est une sorte de numérisation. Donc ça permet ensuite de le foutre dans du BIM, donc de le mettre dans une machine, etc. Et voilà, donc ça c'est un voilà, je sais pas comment, c'est pas vraiment une question, mais ça me fait, je sais pas comment tu réagir là-dessus, mais voilà, je sais qu'il y a ça en parallèle qui arrive, et un autre sujet qui est un peu lié, c'est que je trouve que ça produit des esthétiques très très particulières, parce que dans pas mal d'exemples qu'on a, on se retrouve avec ces troncs très, on voit l'arbre hein, tel qu'il est, etc. Et puis alors tout à coup, tu te retrouves avec des solives hyper sciées, enfin ça fait des mariages assez particuliers, et je me demande voilà comment arriver à nouer ça dans une sorte d'esthétique qui ferait sens, parce que là pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu des collages quoi, dans tout ce qu'on voit, à part peut-être l'équatorien où l'arbre lui-même se remet à vivre et finalement colonise le reste.
Voilà, donc c'est un peu voilà, deux réflexions, la question esthétique et puis la question du rapport sensible à ces arbres qu'on tendrait à numériser. Je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, je ne sais pas si tu as un peu vu ça ou. Alors non, j'ai pas vu ça parce que je débute cette recherche. Moi, la réflexion que tu m'amènes là, c'est la question de la numérisation globale de nos vies, du monde. Et moi, par exemple, sur un sujet que j'ai travaillé un peu, qui est la question agricole, il y a la même. On pourrait paraphraser exactement ce que tu as dit. Je pense qu'on peut le faire sur la question éducative, et on pourrait enchaîner comme ça les disciplines où la numérisation est pleine de promesses. Et puis, et en même temps, moi, quand je pense à la numérisation, je pense toujours à la pénurie des cartes à puce récentes en Corée, je crois, il y a 1 an ou 2 ans. Et pourquoi il y a eu pénurie? Parce qu'il y a eu sécheresse. Et donc, à un moment donné, quelle est la validité de la question numérique ou de la question de la numérisation à l'heure où voilà, les choses se tendent. Donc voilà, moi la question de la numérisation, je la regarde comme ça, avec circonspection face aux limites planétaires. Au-delà même de se dire, est-ce que c'est un énième développement d'un progrès technique qu'on pourrait craindre, espérer, mettre en débat. Mais je fais avant le pas de retrait en me demandant juste est-ce qu'elle est possible même, au-delà de se demander si elle est souhaitable. Et après, si on regarde techniquement et esthétiquement, je pense qu'il y a toutes les hybridations sont à faire, sont à tester, sont à essayer. Esthétiquement, j'ai pas aucune inquiétude. Aucune inquiétude. Je ne sais pas si ça répond. D'autres questions? Les étudiants, n'hésitez pas, quand même. Oui. J'ai pas encore formulé ma question. C'est j'ai l'impression il y a beaucoup de projets qui s'accaparent des arbres qui viennent, par exemple les troncs, et ça devient une structure portative. Mais les arbres, du coup, c'est quelque chose qui bouge, qui change, qui vit. Et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le projet architectural, qui est souvent en béton d'ailleurs, qui est du coup très immobile, et l'arbre qui, lui, au fil des siècles, il va commencer à bouger, et les choses vont pas marcher? Enfin, j'ai vraiment du mal à formuler ma question. Mais... Non, c'est assez clair. Moi, en fait, je démarre une enquête, donc j'enquête, je regarde, je connaissais pas l'histoire du Crystal Palace. Et quand il te disait, enfin, j'ai découvert beaucoup d'histoires, hein, même l'histoire de Jean Nouvel dont j'ai amassé l'amertume, où il a pétrifié dans le stratifié. Je découvre tout ça, donc donc j'essaie de suspendre mon jugement et j'essaie pour l'instant d'accumuler des choses, de me dire ok, je pensais pas qu'il y avait tant de bâtiments qui étaient traversés par des arbres, et puis donc voilà, donc je commence donc ça me, je pourrais partager tes questions, de dire ok, ben celui-là bouge, vit, par exemple dans l'exemple de Tezuka. C'est un véritable patio, donc là, il n'y a même pas de... Enfin, l'arbre traverse, certes, la structure, mais dans un patio, donc on n'est pas chez la Caton Vassal, alors que le balancement était quand même prévu. Donc, et quand je monte le travail d'Hiro Nakaogawa, je me dis, bon, finalement, peut-être si on veut conserver l'arbre, peut-être que c'est la meilleure façon, c'est la sienne. En tout cas, pour l'instant, à mon stade d'enquête, je me dis, oui, là, il y a une forme de justesse, ça parle d'autre chose, on ne peut pas conserver l'arbre, qu'est-ce qu'on conserve de l'arbre, voilà. Et encore une fois, c'est pas des projets forcément exemples. C'est plutôt, j'essaie de regarder l'histoire de l'architecture en me disant bon, qu'est-ce que les architectes ont fait des arbres, et au-delà de, est-ce que voilà. Et après, il y aurait quantité de prolongements à faire. Je suis ouvert à poursuivre.
Moi, j'avais une question concernant la vie des arbres, justement, puisque dès qu'on accole un bâtiment ou qu'on entre un arbre dans un bâtiment, comme vous en avez parlé au tout début, il y a tout le système sous le sol qui prend beaucoup de place, ou en tout cas qui est très sensible à ce qu'il y a au-dessus, généralement de la terre et de l'herbe. Et comment est-ce qu'un arbre peut survivre en proximité d'un bâtiment? Dans beaucoup d'exemples, vous avez précisé que ça n'avait pas marché, mais il y avait quelques exemples où vous n'avez pas précisé. Du coup, je me suis dit, est-ce que cette fois-ci ça a marché? Et du coup, comment est-ce qu'on fait? Non, c'est pareil, une très bonne question. Et encore une fois, je suis pas je suis pas spécialiste, donc je vais pas pouvoir te répondre. Et en plus, j'ai pas, par exemple, le jacaranda. L'histoire a l'air magnifique. C'est quand même magnifique de le découvrir comme ça, doutant, peint tout en blanc, passant du temps. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que le jacaranda, est-ce que quelqu'un a été voir la Casa Gilardi il n'y a pas longtemps, a pu vérifier si le jacaranda est encore là? Il y a plein de projets où j'ai pas vérifié. Il y a entre guillemets, les emblématiques. Bon, ok, tout le monde les Parisiens ont su que la Fondation Cartier avait perdu son cèdre. Bon, voilà, par exemple, il y a quelques exemples qui ont été connus, mais donc non, j'ai une forme d'intuition qu'effectivement, le système racinaire est quelque chose de fragile, encore méconnu, encore et de toute façon, c'était l'exemple aussi de la coupe de Jean Nouvel, qui, ne serait-ce que de ne pas la dessiner. Alors après, il faudrait travailler, regarder où est-ce que c'est coupé exactement, faire la correspondance avec le plan, enfin faire un travail d'architecte. Et donc, mais oui, c'est sûr qu'à l'inverse, la maison en contreplaqué d'Aristote et de Meuron, où là, il se décolle du sol, on sent qu'elle est le plus léger possible. Bon, il y a une attitude, on se colle très proche de l'arbre, ou même le châtaignier de Ribeiro, il se colle très près, mais c'est au saturbois la plus légère possible. Donc, c'est sûr que... et en même temps, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir aussi ce couple entre l'arbre et l'architecture. Et que c'est pour ça, je le dis, je le défends et je le revendique, d'inverser la posture de Zverefen. Mais c'est bien l'arbre qui rend l'architecture belle, c'est pas l'inverse. Ouais, c'est un couple qui me semble qu'il faut manier avec délicatesse et précaution. Et c'est sûr qu'on a envie de ces rapprochements. Et y compris quand on habite dans une maison, on a envie d'avoir des arbres les plus proches possibles. Enfin, en tout cas, moi, c'est une envie toute personnelle qui me semble légitime. C'était pour rebondir sur la question finalement de la proximité de l'arbre et de la maison. Il y a une expo là en ce moment, la Maison de l'Architecture, sur Anatomie d'Architecture, leur fameuse parce qu'elle a pas mal tourné là, cette maison dans le Pays d'Auge. Eux revendiquent la question des fondations, puisque d'ailleurs tu en parlais là avec et une des pistes, ils sont fondés sur des pieux en bois, donc d'ailleurs des troncs en fait. Et en fait, ils expliquent bien aussi comment finalement des fondations en béton, on va dire modernes, étanchifient le sol, le rend inerte. Et donc finalement, ça nous invite aussi à repenser, y compris ce rapport au sol. Donc c'est une piste technique, mais qui est intéressante parce que c'est des choses ponctuelles, elles-mêmes végétales, voilà, donc c'est aussi des formes de troncs finalement. Donc dans ta collection des troncs, il y a peut-être la question du tronc comme fondation, quoi. Parfait, c'est un autre chapitre. Ouais, moi j'avais une question sur le fait. Tu as choisi d'intituler ta conférence, mais aussi ta recherche, l'arbre et l'architecte. Je me demandais si quid de la question de l'arbre et de l'urbaniste. Derrière ça, je veux dire, c'est aussi une question d'échelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu le considères à l'échelle de l'édifice, en fait, de un arbre, bon, éventuellement quelques arbres et de un édifice. Mais en fait, toutes ces questions-là, elles se posent aussi à une autre échelle, qui est... du coup, ce serait peut-être la forêt et l'urbaniste, quoi, par exemple. Et quid du choix de l'échelle d'investigation dans ta recherche? Très belle question, monsieur le professeur. Non, c'est parce que c'est le début. Déjà, c'est parce que c'est le début. Ensuite, c'est parce que
C'est parce que je pense que, intuitivement, je pense que c'est quand même plutôt mon échelle. Et que si je regarde, l'urbanisme n'est finalement pas mon affaire. Et même, en fait, et je le dis avec d'autant plus de... n'est pas mon affaire, parce que n'est pas mon échelle. Je pense qu'on a on a des rapports d'échelle avec certaines choses, et il y a des choses pour lesquelles on est fait et d'autres pas. Et donc je dirais que c'est pas encore mon échelle, ou en tout cas ça me demanderait, c'est pas naturellement mon échelle. Par contre, quand je l'applique à la question agricole, par exemple, c'est sûr que c'est ces questions d'échelle, les questions d'agroécologie, les questions de remettre les forêts dans l'agriculture, et la même chose, remettre les forêts dans les villes. Donc ça, c'est sûr que c'est un impératif majeur. Et du coup, disons que là, c'est une recherche toute récente. Il me semble que j'ai l'intuition que l'arbre doit être reconsidéré comme enfin en tout cas dans nos disciplines comme un élément central. Et quand tu parles des pieux en robinier par exemple ou autre, enfin voilà, c'est l'exemple, c'est l'arbre aussi au-delà du bois. Donc je pense que c'est une figure centrale qu'il faut reconsidérer, et c'est sûr que le prolongement, et tu as raison sur les questions d'échelle, y compris même et notamment sur la question d'écologie, c'est la grande échelle. Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais oui, parce que oui. Forêt et urbanisme, prochain. Ça, c'est pas un chapitre, c'est un tome. Deuxième tome. Moi, j'ai une question bête, mais il y a un exemple, je pense qu'on a tous vu dans nos études d'architecture, qui est ultra iconique, d'un arbre au milieu d'un pavillon. J'en ai oublié. qui est celui de Corbu, et dont l'histoire a été racontée notamment par Soline Nivet sur tout ce que tu racontes comme élément comment un sujet qui n'en était pas au départ et qui devient, comme tu parlais dans le pavillon. L'esprit nouveau, en fait, c'était un terrain dont il ne voulait pas. Il y avait des arbres, il a voulu les abattre et il n'a pas réussi. Et à la fin, toute l'image qu'on a tous de ce pavillon, c'est un arbre qui passe au milieu du patio. Alors que pour lui, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait au départ. Mais c'était juste une question comme ça. Pourquoi est-ce que il y aurait certainement 50 autres sujets, mais celui-là, il a été dans tous nos cours, dans toutes nos formations d'architecte. Oui, non, mais tu as raison, il y en a plein d'autres qui manquent. Maintenant, il y en a d'autres qui manquent. Non, peut-être que j'assume. Je vais assumer. Mais disons que je n'ai pas plongé encore dans la piscine Le Corbusier. Je pense justement, on m'en a sûrement trop parlé, mal parlé pendant mes études, et du coup, j'assume tout à fait avoir fait un rejet de cette... Et peut-être donc je cherche la porte d'entrée, peut-être que c'est le livre de Chalin, peut-être que c'est, si vous avez des bios, si vous avez des choses qui fait qu'on peut re-rentrer dans Corbu, parce que je pense qu'un jour j'y re-rentrerai, mais tu vois, c'est comme, je sais pas quoi, des écrivains qui diraient, bon, ben Proust, bon, ben moi, voilà. Et effectivement, maintenant que je vois très bien ce bâtiment, je vois très bien cet arbre, mais voilà, donc c'est un péché par omission, mais qui sera tout à fait vite, et je suis sûr qu'il a quantité de choses, et ne serait-ce que le cabanon, qui est peut-être celui qui est le plus proche. Il y a aussi sûrement des histoires d'arbres à défricher. Mais tu as raison, je vais le rajouter, bien évidemment. Pour moi, c'est plutôt un commentaire qu'une question. La dernière fois que j'ai visité le Eames House, c'était dans les années 90. Et là, on voit la photo, la maison est sous le canopy des arbres, c'est très très beau. Laquelle, la maison Le Eames House en Californie. Mais la chose qui est même plus poétique, en ayant visité le site, c'était d'être à l'intérieur de la maison avec les arbres à l'extérieur. Donc là, on a vu les photos, quand les arbres étaient dehors, on a vu les photos dehors, quand les arbres étaient dedans, on a vu... Mais quelquefois, il faut mettre dans l'espace et regarder à travers les arbres, parce que dans la maison Eames,
on a l'impression de vivre sous le canopée des arbres et c'était magnifique. Donc il y a peut-être aussi inside, outside qui peut aussi ajouter une autre dimension à sa recherche. Oui, tu as raison, c'était l'intuition que en décrivant maladroitement leur film, c'est malgré tout l'impression très forte qu'on ressent en voyant leur film. D'ailleurs, que je recommande à tous si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument voir ça. Tout petit film, 20 minutes, une très belle musique de, je ne sais plus quel compositeur ami des Hymns, House, et ça, une maison d'architecte 5 ans après, ça vaut le coup. Ça doit faire partie de votre culture architecturale. C'est en libre accès, enfin, ça se trouve sur les plateformes. Pardon, j'avais une réflexion qui me vient depuis quelques temps déjà. C'est qu'on parle beaucoup de l'architecture en bois, qu'il faut revenir au bois et que le béton c'est fini. Mais c'est aussi la question de la ressource du bois. Comment on fait pour gérer l'explosion, s'il y a une explosion de la demande de bois, comment on fait pour gérer cette ressource qui n'arrive pas en claquant des doigts, qui doit demander un temps important pour pousser, pour être extrait et pour pas non plus dénaturer le paysage avec des fermes à bois, etc. C'est un peu la question que je me pose. C'est la question magnifique. Ça me fait plaisir de t'entendre la formuler. C'est la question. Je ne dis pas pour vous renvoyer la balle, mais c'est votre question, c'est notre question, mais c'est sûr que c'est évident. C'est la question des conflits des usages, la question des voilà. Donc certes, mais je pense que, c'est ce que dit Dominique Gonzalez-Muller. Il faut qu'on construise en biosourcé majoritairement, mais il faudrait rajouter la couche d'après, qui est de dire en biosourcé, qui a un cycle hyper court. Et donc, quand on construit en mur porteur en paille et qu'il n'y a presque pas de bois, mais en fait, on est dans un cycle hyper court. On est dans un cycle d'un an de la production de la matière. Donc voilà, pour moi, les réflexions, c'est ça. Il faut pousser plus loin la question de l'architecture biosourcée. Et à terme, idéalement, il faudrait qu'on construise avec le moins de bois possible. Et le plus... Voilà. Enfin, je pousse un peu les curseurs, mais c'est pour dire que oui, la question du conflit des usages, et moi, ce qui est dur, c'est la question des conflits des usages, encore une fois, comme la question numérique, parachutée avec sur lequel se fracasse la question du changement climatique. Et que parler du changement climatique à des forestiers, on l'a fait quand on a été sur le site, ils sont catastrophés d'année en année, la quantité de millimètres d'eau qu'ils perdent, voilà, les scolites dans les forêts. Donc la fragilité des forêts, c'est un énorme sujet. Donc il y a deux choses en même temps. Il y a un effet de ciseau. Il y a la fragilité des forêts liée à la question de l'artificialisation des sols. Enfin, je te fais pas le tableau. Et puis la demande qui est croissante. Donc avec le bois énergie, avec tout un tas de... Donc ça, c'est sûr que c'est une équation qu'il faut arriver à résoudre en minimisant notre consommation de bois, y compris pour l'architecture, y compris pour en faire de l'architecture vertueuse qui ne consomme pas de béton et ainsi de suite. Mais c'est sûr que c'est la question. Mais ça rejoint la question de Valérie. En fait, l'arbre il faut remettre... Non, il faut reforester. Sans forester et reforester. L'agriculture, les villes... Oui, mais je pense que par exemple, reforester l'agriculture est un chantier massif, ne serait-ce que parce que les sols, je ne vais pas faire le topo, mais il n'y a plus de sol. Donc, et c'est ce que dit Pascal Cribier. Je crois que j'ai coupé sa citation, mais la fin de sa citation, c'est les systèmes racinaires font les sols, avec les symbioses, avec... Ça répond à ta question. C'est ça? Ah oui, il y a ça. Ouais. D'ailleurs, il y a des messages, il y a des bravos à distance. Il
sur cette question du bois, la pression sur le bois, etc., il y a quand même une question hyper politique et la question du foncier, de la gestion, etc., qui est quand même super centrale. C'est-à-dire qu'il y a une question technique, climatique, voilà, mais il y a aussi une énorme, enfin je veux dire, on a une ressource bois assez gigantesque. On dit qu'une grande partie part en Chine pour être ensuite transformée et revenir. Donc enfin, il y a quand même cette question-là économique, foncière, la fameuse question aussi des communs, etc. Enfin bon, donc il y a forcément cette strate de réflexion. Et puis une des pistes quand même, c'est quand même le réemploi. Enfin, on l'a pas dit parce que c'était pas le sujet de la conf, mais puisque tu apportes la question de dire quelles sont les ressources pour bâtir demain si c'est plus le béton. Le réemploi, enfin je sais pas, il faudrait calculer la masse de ce qu'on a déjà à disposition et qui va être réutilisable, du réemploi. Non, mais le réemploi, c'est forcément aussi une piste, à mon avis, absolument majeure, quoi, qu'il faut continuer à travailler. Et d'ailleurs, enfin bon, voilà. Et oui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais par rapport à cette question-là aussi de la construction en bois, évidemment, l'histoire de ce qui lie l'arbre à l'architecture, c'est la colonne, parce qu'en fait, la colonne, c'est le substitut artificiel à l'arbre, enfin, et qui porte, voilà, donc la cabane de logier, etc. Et la question de la colonne, c'est la question de la construction en hauteur. Et là, en fait, un des sujets actuels, c'est la construction des immeubles en bois de grande hauteur qui font qu'on met toujours plus de bois. Donc je sais pas, c'est là que j'ai l'impression que ça boucle un peu, quoi. C'est-à-dire que la question de monter en hauteur ou de s'étaler, donc on en revient un peu à la question de l'urbanisme, quoi, et le bois dans tout ça. Alors, moi, je ne sais pas très bien ce que j'en pense, mais... D'autres questions? Où est-ce qu'on s'en tient là? Eh ben, on va peut-être s'en tenir là. Encore remercier Julien. Et puis voilà. Merci. Et peut-être Richia, juste peut-être annoncer la prochaine conférence masterclass, c'est... C'est Ariel Genat, et c'est un jeudi, et c'est le 4 mai. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ben voilà. À bientôt.